ce que nous allons faire maintenant. Donc, pour intégrer les termes d'accélération, nous devons faire quelques clarifications pour pouvoir tout d'abord évaluer une simple équation de bilan d'énergie. Donc, regardons d'abord qu'est-ce qui arrive quand on est en écoulement, en changement de phase. Donc, on a un écoulement, donc un canal. Dans ce canal, on rentre avec un fluide et on le chauffe avec un flux thermique que c'est un vecteur qu'on applique sur la paroi externe du canal. Donc, certainement, à mesure que ce système liquide initialement s'échauffe, il y aura formation de vapeur pour établir un mélange diphasique aux vapeurs vers la sortie. Donc, la question qu'il faut se poser, quelles sont les variations de température du titre dans ce système-là? Donc, considérons la température en fonction de la position. Certainement, ici, je considère un canal vertical. Je place les variations de température le long du canal horizontalement à cause de la taille du tableau. Alors, je vais d'abord considérer comme état de référence la température de saturation. Et donc, je chauffe uniformément. Donc, ça veut dire que le flux thermique est uniformément distribué tout le long du canal et donc ça chauffe uniformément les fluides. À ce moment-là, la première chose que j'observe, c'est la variation de température au niveau de la paroi chauffée. Et on note que la variation de température, étant donné qu'on chauffe uniformément, la température varie linéairement. Par après, la température de la paroi TW dépasse légèrement la température de saturation. Il y a une descente assez rapide et donc par après, il reste proche de la température de saturation presque constante si on néglige l'effet de la perte de charge. Donc, ça c'est une observation expérimentale que nous allons expliquer plus en détail quand on va étudier les phénomènes d'évolution. Donc maintenant, la question, c'est de voir qu'est-ce qui arrive au niveau du fluide qui se trouve à l'intérieur. Et donc, ce que nous avons initialement, c'est la température moyenne du fluide qui varie linéairement et qui approche par après graduellement la température de saturation. Donc, ça c'est la température moyenne, basse température de l'écoulement. Maintenant, si je regarde la variation de titre, je veux tout d'abord regarder en fonction de la position axiale, la variation du titre thermodynamique. Donc alors, je considère que quand la température de l'écoulement est arrivée à la température de saturation, donc c'est à ce moment que le titre thermodynamique est égal à 0. Donc le titre thermodynamique est égal à 0. Pourquoi? Parce que le titre thermodynamique est défini comme étant l'enthalpie en fonction de la position moins l'enthalpie à la saturation divisé la chaleur latente de vaporisation HFG. De manière que quand à la position Z, H, l'enthalpie massique devient égale à l'enthalpie de saturation qui correspond localement à la température de fluide qui arrive à la saturation, le titre thermodynamique ne peut pas être autre chose que 0. Et par après, le titre thermodynamique, étant donné que le chauffage est uniforme, continue à monter, donc le titre thermodynamique devient plus grand que 0, après que
les fluides arrivent à la température de saturation. Donc, avant la température de saturation, le titre thermodynamique est inférieur à 0. Cependant, on observe que à la paroi, la température du fluide a dépassé la température de saturation bien avant que l'écoulement puisse arriver à une température moyenne égale à la température de saturation. Donc, ça veut dire qu'on a une partie de cette canalisation, donc, aux proximités de la paroi, la température étant supérieure ou égale à la température de saturation, il y a des bulles de vapeur qui doivent se former. Mais comme la température moyenne du fluide est inférieure à la température de saturation, cette région, on l'appelle ébullition sous-refroidie. Donc, il y a une région d'ébullition sous-refroidie, que c'est cette partie-là, avant que le titre thermodynamique commence à être positif. C'est pour cette raison qu'on introduit le concept de titre de l'écoulement. Pourquoi? Parce que le titre de l'écoulement nous permet à ce moment-là de tenir compte de la présence des vapeurs, dans la région d'ébullition sous-refroidie. Donc, cette région contient de la vapeur qui n'est pas représentée par la valeur du titre thermodynamique, étant donné que le titre thermodynamique commence à être supérieur à 0 seulement quand la température moyenne du fluide arrive à la température de saturation. Donc, maintenant, la condition qu'on doit se poser, c'est que dans les modèles que nous avons introduits, ce n'est pas le titre thermodynamique qu'on a introduit, mais c'est plutôt le titre de l'écoulement. Ça veut dire que c'est un titre qui tient compte de toutes ces régions-là. Pour pouvoir intégrer l'équation le long d'un canal chauffé uniformément, nous allons cependant introduire quelques hypothèses. D'abord, on va considérer que la région où le titre de l'écoulement approche le titre thermodynamique, donc dans cette région-là, il n'y a presque pas de différence entre les deux. Donc, ça veut dire qu'on va considérer que la région où le titre de l'écoulement s'approche asymptotiquement au titre thermodynamique est telle qu'on pourrait considérer à ce moment-là que X devient très proche du titre thermodynamique. De plus, nous allons considérer ou introduire une autre hypothèse, c'est qu'on va négliger la région d'ébullition sous-refroidie. Donc, on va considérer seulement la région qui correspond à ce qu'on appelle ébullition saturée. Donc, on néglige cette partie de l'ébullition et on va résoudre les problèmes en supposant à ce moment-là que à la position Z où la longueur est égale à 0, nous avons un titre thermodynamique égal à 0 et qu'à la position Z égale à L, nous avons un titre thermodynamique qui sera égal au titre thermodynamique de sortie. Nous allons, à plus de ça, donc considérer que à la position Z égale 0, ça veut dire à l'entrée du canal chauffé, si le titre thermodynamique est égal à 0, on va forcer le taux de vide égal à 0. Donc, on va négliger cette partie du taux de vide et nous allons de plus considérer que
au titre des sorties correspondant à la partie, disons, à la fin de la longueur chauffée, le taux de vide est connu et est donné par le taux de vide appelé les sorties. Donc, c'est une approximation qui va nous permettre d'intégrer l'équation que nous avons présentée auparavant. Donc, regardons plus en détail les bilans d'énergie. Donc, on néglige cette partie du problème et on suppose que les titres d'écoulement approchent très vite, asymptotiquement, les titres thermodynamiques, ce qui nous permet en quelque sorte de simplifier les calculs et à ce moment-là, pouvoir aborder l'intégrale de manière analytique, comme on va le faire dans quelques instants. Donc, voilà la problématique. Maintenant, nous allons considérer un bilan d'énergie. Donc, un bilan d'énergie dans un canal chauffé uniformément, donc écoulement chauffé uniformément. Ça veut dire qu'on applique un flux de chaleur uniforme partout, en kilowatts par mètre carré. Et donc, on va tenir compte qu'on a Z égale 0 ici, on a Z égale à L, donc ça c'est la partie chauffée du canal, seulement la partie chauffée du canal. On considère dans cette partie chauffée du canal un volume de contrôle, donc on prend un dz et on applique à ce moment-là un bilan d'énergie. Donc ça veut dire que pour un débit massique M que j'ai à l'entrée, donc il ne faut pas oublier que les débits massiques ce sont des kilogrammes par seconde qui rentrent dans le canal. Donc, j'applique un bilan d'énergie. Qu'est-ce que j'obtiens? Que le débit massique multiplié par la variation d'enthalpie que ça provoque à l'intérieur de ce volume de contrôle sera égal à la quantité totale de chaleur qu'on applique. Ça veut dire le flux massique multiplié par la variation d'enthalpie le long du canal doit être égal au flux thermique multiplié par la surface chauffée donc à ce moment-là on obtient tout de suite la variation de l'enthalpie le long du canal que peut s'exprimer comme étant les flux thermiques diviser les débits massiques fois les périmètres qu'on appelle les périmètres chauffés. Donc, maintenant, je dois faire les liens avec la variation du titre et ce que j'obtiens, c'est que si le flux massique est uniforme, les débits ne changent pas, ceci est une constante. Donc, si je dérive maintenant à partir de la définition de titre thermodynamique, donc la variation de titre thermodynamique en fonction de Z n'est pas autre chose que 1 sur la chaleur latente de vaporisation fois la dérivée de l'enthalpie en fonction de Z. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant ce terme-là que je les place ici et ça me donne directement ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, que les titres thermodynamiques dans des cas de chauffage uniforme suivent une loi linéaire. Donc, la variation de titre par rapport à Z égale à la variation de titre thermodynamique par rapport à Z. Donc, on les considère approximativement égales. Donc, convergent asymptotiquement vers la même valeur. Donc, ça sera égal à
au flux thermique appliqué, diviser la chaleur latente des vaporisations fois le débit massique, fois pi, fois d, et donc constant. Et donc j'ai l'équation d'une droite de telle manière que ça me permet de calculer la valeur de titre thermodynamique à la sortie du canal. Donc, vous voyez la dépendance. Et donc, avec ça, et en tenant compte que ce que nous avons supposé initialement, c'est qu'à Z égale 0, les titres thermodynamiques, on les considère égal au titre d'écoulement, ou plutôt à l'envers. Les titres de l'écoulement, on les considère proches de titre thermodynamique égal à 0, qu'à Z égale à L, on connaît les titres de l'écoulement à la sortie comme étant égal au titre thermodynamique à la sortie, et que dans les mêmes conditions, à Z égale 0, on suppose que le taux de vide est égal à 0, tandis qu'à Z égale à L, on suppose que le taux de vide est égal au taux de vide à la sortie. Donc, on procède à l'intégration de l'équation, et l'intégrale de l'équation qui me donne la différence de pression associée à l'accélération s'écrit de la manière suivante. Donc, je n'ai pas d'espace pour développer tout ça dans ce tableau. Donc, nous allons présenter l'intégrale. Donc, l'intégrale, une fois les calculs effectués, donc l'intégrale entre z égale 0 et z égale à L de la variation de pression due à l'accélération le long du canal s'écrit de la manière suivante. Donc, flux massique au carré, volume massique de la phase liquide, qui multiplie au titre au carré, divisé le taux de vide, qui multiplie au rapport de volume massique de la phase gazeuse, divisé le volume massique de la phase liquide, plus 1 moins le titre au carré, divisé 1 moins le taux de vide, moins 1. Donc, voilà l'intégrale que nous avons pour le terme accélération. Donc, maintenant, qu'est-ce que, disons, on peut faire avec ça? Eh bien, évaluer pour différentes conditions de pression et différentes conditions de propriétés thermophysiques les valeurs de cette intégrale et la présenter de manière plutôt graphique et voir à ce moment-là comment on peut l'utiliser pour faire des calculs simplifiés des pertes de pression dans les cas des écoulements chauffés uniformément. Donc, cette équation, on l'écrit de la manière suivante. Le flux massique au carré multiplié par un facteur qu'on appelle R2. Ce facteur R2 n'est pas autre chose que ce qui reste à l'intérieur de ce terme-là, qu'on l'a obtenu en fonction des conditions de sortie, de manière que R2, on peut l'écrire comme étant le titre de sortie au carré
diviser les taux de vide à la sortie, multiplié par le volume massique de la phase gazeuse, diviser le volume massique de la phase liquide, plus 1 moins les titres à la sortie, au carré, diviser 1 moins les taux de vide de sortie, moins 1. Et donc, en tenant compte que les titres de sortie correspondent au titre thermodynamique à Z égale à L, donc on peut effectuer des calculs en tenant compte toutes les conditions de pression et de titre de sortie de cette équation et présenter les résultats de manière graphique. Donc ça veut dire que je prends la pression exprimée en barre jusqu'à la limite de la pression dite critique et je représente ici les différentes valeurs de R2 et ce qu'on obtient, on obtient une famille de courbes fonction de la pression et fonction du titre de sortie, donc X de sortie, dans chaque cas, de telle manière que si je suppose que la pression de l'écoulement est beaucoup plus grande que la perte de pression que j'anticipe, donc ce que je fais, c'est je rentre avec la pression de l'écoulement pour une condition de titre de sortie que je dois être capable de calculer avec l'équation précédente. Et donc, pour le titre de sortie et la pression de l'écoulement de mon problème, je détermine la valeur de R2. Et donc, je multiplie la valeur de R2 par le flux massique au carré. Et ce que j'obtiens, c'est la différence de pression le long du canal due à l'accélération. C'est une approximation dans le sens que, pour qu'on puisse appliquer cette équation, on a fait quelques simplifications importantes. D'abord, on a négligé la partie d'évolution sous refroidi. On a supposé que le titre de l'écoulement, disons, s'approche asymptotiquement et assez vite au titre que devient le titre thermodynamique. On a supposé que les titres à la sortie forcent les taux de vide à avoir une valeur à la sortie et que les taux de vide à l'entrée étant les titres égal à 0, on les force aussi égal à 0 de manière à négliger la partie d'évolution sous refroidi. En plus de ça, on ne connaît pas quelle est la perte de pression ou la différence de pression due à l'accélération. Ou, plus que ça, on ne connaît pas quelle est la perte de pression totale par rapport à la pression de l'écoulement. Mais si la pression de l'écoulement est assez élevée, on peut, dans une première approximation, dire ok, on suppose que la différence de pression va être suffisamment faible, et donc on prend la pression de l'écoulement, qui souvent c'est la pression de sortie, on calcule les titres de sortie à partir du bilan d'énergie, on obtient la valeur de R2, on les multiplie par le flux massique total au carré, et on obtient à ce moment-là l'apport ou la contribution de l'accélération convective à la perte de pression totale. Donc voilà la manière de procéder par cette méthode. Maintenant, nous avons un problème qu'on doit régler, c'est l'intégrale de la perte de pression, du gradient de perte de pression dû au frottement. Donc, maintenant, nous avons un problème qui est un peu, disons, différent de ce que nous avons traité jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit cette fois-ci de gradient de perte de pression par frottement diphasique.
Et donc, ici, on doit intégrer entre z égale à 0 et z égale à L l'équation que nous avons trouvée auparavant, ça veut dire les facteurs multiplicatifs qui multiplient au gradient de perte de pression d'un écoulement monophasique équivalent le long du canal. Donc, pour les gradients de perte de pression monophasique L0, on a 1 demi F0, le flux massique au carré, divisé la masse volumique 1 sur D. Donc, ici, certainement, F0 est une fonction du nombre de Reynolds, comme on l'a déjà indiqué auparavant pour un écoulement monophasique équivalent. Les flux massiques, c'est le flux massique total. Donc, par conservation de la masse, on peut le sortir à l'extérieur de l'intégrale, de telle manière qu'on peut réduire ce problème à une seule intégrale qu'on doit résoudre de manière appropriée. Donc, nous allons traiter ce problème maintenant en, disons, considérant que la première partie de cette intégrale peut sortir à l'extérieur, de manière qu'on va avoir 1 demi les facteurs de frottement monophasique, J carré divisé la masse volumique du liquide qu'on peut considérer constante le long du canal et fois la longueur chauffée divisé le diamètre. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est l'intégrale avec un changement de variable. Donc, 1 sur x, l'intégrale entre x égale 0 et x égale à x de sortie de phi L0 carré fois la variation du titre. Donc, maintenant, il faut procéder à l'intégration de ce deuxième terme de l'équation. Et donc, pour faire l'intégrale, on doit nécessairement passer par une méthode semi-analytique. Alors, cette méthode semi-analytique a été proposée par Martinelli-Nelson et Locker-Martinelli en 1948 et 1949, et ils ont proposé une méthode expérimentale d'abord et des calculs numériques par après pour trouver l'expression de ce thème-là. Alors, ils se sont basés sur des expériences. Alors, ils ont fait plusieurs expériences en Californie entre 1948 et 1949. Ce qui est important, c'est que les expériences qui ont été effectuées par Martinelli-Nelson et Locker-Martinelli par la suite ont été récemment effectuées en absence de gravitation par la NASA, donc à l'extérieur de notre planète, et ils ont prouvé que les résultats que Locker-Martinelli et Martinelli ils ont trouvés expérimentalement dans les années 40 sont validés en absence de gravitation. Ils sont tels quels et fonctionnent très très bien, autant en absence de gravitation qu'en présence de l'effet de la gravitation. Donc, tout d'abord,